Patrick, ce moment de l'émission vous est dédié à 100%, un quart d'heure rien qu'avec vous. Ça devrait vous séduire. Et c'est Fred qui ouvre le bal. On va essayer. Alors je prends ma place pour être face à vous, Patrick. Émotion. Patrick Poivre d'Arvor, je suis ému. Rému, diraient les Marseillais, et même si Pagnol l'est Marseillais, tout le monde sait quand même que l'Épagnol est breton, l'Épagnol breton. Bref, Patrick, tout ceci est surréaliste, mais prouve le niveau de mon excitation de recevoir une légende. Oui, on a trop peu l'occasion de rencontrer des légendes, ces personnalités dont le nom propre est devenu commun. Alors que c'est loin d'être commun de rencontrer une légende. Dans les magazines, certes, sous les photos, d'accord, dans la vraie vie, que nenni. Et vous, Patrick, non content d'avoir un nom commun pas courant, vous êtes des initiales. Ce qui est encore moins courant, voire immobile, ce qui, là, vous en conviendrez, ne fait pas avancer cette chronique. Bref, PPDA, vos initiales ont éclipsé celles de l'ORTF. Vos initiales parlent, clignotent, tintinabulent. Vous avez agité les vieux réflexes. Le désormais célèbre réflexe, le PPD bluff. Oui, à 20h, la France entière, c'était ça. Musique. Voilà. Bref, Patrick, les Français ont pour vous une admiration sans borne. C'est dire qu'ils vous suivent depuis des kilomètres d'années. Et pas simplement parce que vous étiez l'homme tronc le plus célèbre de France. Non, PPDA, ce n'est pas que la radio et la télévision. PPDA, vous êtes aussi un écrivain de dizaines d'ouvrages à succès. PPDA, le petit prince de la bibliothèque. PPDA, l'empereur de l'info. Il faudrait des heures pour raconter votre vie, vos vies. Alors, à ceux qui se posent la question, PPDA, il est comment dans la vraie vie? Eh bien, il est très sympa, il est agréable, il est cool. Patrick, vous êtes un homme affable. Patrick, votre vie est un roman. Non, une série. Non, une encyclopédie. Non, vous êtes un grand homme. Et ça, ce n'est pas une légende. Merci d'être notre invité. Bah merci tout court. Merci beaucoup, Fred. Merci. Allez, Patrick, on passe à l'interview. Fred se permettra de nous interrompre pour nous transmettre les questions des internautes qui nous regardent en ce moment. Et donc, ce sera une question, réponse extrêmement rapide pour gagner du temps. D'accord. Patrick Poivre d'Arvor, 29 ans aux commandes des JT de France 2 d'abord, puis de TF1. C'est un record inégalé pour un journaliste, et c'est ce qui a construit votre notoriété. Pourtant, vous pensez que c'est l'écrivain qui laissera une trace dans l'histoire et pas le journaliste. Pourquoi? C'est-à-dire que quand on écrit des livres, ils restent. Quand on fait des journaux télévisés, par nature, ils disparaissent tout de suite. À chaque fois que je suis invité dans une émission, on me montre un seul journal télévisé. En général, c'est le dernier. Parfois, on me montre le tout premier, qui n'est pas vraiment le premier, parce que le tout premier n'a même pas été enregistré. C'était en 75, en septembre 75. Donc, voilà, c'est vous dire que tout ceci, c'est fugace, c'est naturel. C'est d'ailleurs le principe même de la télévision. Les livres peuvent rester, voilà, quelques-uns, je ne sais pas lesquels encore, mais s'ils pouvaient en rester un ou deux, ça me donnerait du bonheur. Caméléon, vous êtes journaliste, écrivain, metteur en scène d'opéra, comédien de théâtre. Vous avez le goût du défi et vous avouez que vous n'avez jamais peur de rien, même pas de la chute. D'où elle vous vient, cette force, voire cette inconscience face au danger? Alors, j'ai été obligé de m'interroger parce qu'on me posait cette question. Je pense que ça remonte à l'enfance, forcément, comme toujours. Une enfance très solitaire, très timide, très sauvage. Pas d'amis, la compagnie des livres, donc un monde que je me créais, un monde certainement un peu romanesque, certainement d'ailleurs même romancé, et puis aussi une maladie que j'ai eue au sortir de l'enfance et juste à la préadolescence, qui a fait que j'aurais pu basculer de l'autre côté. Mourir. Ne parvenir, voilà. Et donc j'ai écrit ça sous une forme romancée justement dans mon premier livre, qui s'appelle Les Enfants de l'Aube. J'ai écrit, j'avais 17 ans. Et depuis, l'impression un peu, comment vous dire, que chaque jour est un jour de sursis, sans doute. Alors je surcharge ce que je peux y mettre dans ce jour-là. Et ça dure maintenant depuis bien longtemps. Est-ce que c'est aussi pour cette raison que vous n'avez jamais mis un genou à terre, malgré les critiques, les attaques dont vous avez été victime? Vous savez, quand vous avez connu le pire du pire, pour un père, bon, c'est perdre des enfants. J'ai perdu 3 enfants et, comment vous dire,
tout le reste, on étalonne, on regarde, bon, c'est normal. Quand on est assez haut placé, bon, il est naturel qu'on reçoive un peu plus de critiques que les autres. Je veux dire, j'ai accepté cette règle du jeu et tout ceci n'est pas plus grave que ça. Voilà. Il y a beaucoup plus grave dans la vie. Alors, parmi les critiques qui vous étaient faites, on vous a souvent reproché d'être un peu trop narcissique. Est-ce que vous l'êtes? Vous connaissez un seul journaliste qui ne le soit pas, franchement. Je ne crois pas, hein, mais ma réponse est plutôt non, mais c'est vrai que le simple fait de se retrouver devant une caméra de télévision, de lui parler, d'essayer de la séduire d'une certaine façon, et donc derrière elle, séduire les téléspectateurs, les gens qui sont là, oui, peut-être il y a une part de goût, de contemplation de soi-même. Je ne suis pas si sûr, mais enfin bon, si les gens le pensent, ils ont le droit de le penser. Ça vous est passé aujourd'hui alors? Oh bah oui, parce que ça fait quand même déjà 10 ans que je présente plus le journal télévisé. Donc vous voyez, je suis très heureux de faire mon émission de radio tous les jours, tous les soirs. Super heureux. Là, je vais vous quitter, je vais y aller. Très heureux. Mais je suis aussi heureux d'inventer des défis. Vous parliez du théâtre. Là, j'ai fait du théâtre l'année dernière avec une pièce qui s'appelait Garde alternée. Je vais en refaire en avril prochain au Casino de Paris, une pièce qui s'appelle Patrick et ses fantômes, qui est assez ambitieuse, qui nous vient du Québec. Bon, là aussi, c'est un saut dans l'inconnu, hein, c'est compliqué. C'est aussi une mise en avant. 1600 places tous les soirs, et c'est une mise en abîme, et puis c'est une mise en danger, tout simplement, mais enfin, des petits dangers, qu'est-ce qu'on risque au pire? Franchement, faut oser, moi, je trouve. La vie, elle est tellement formidable, il y a un tel champ des possibles qu'elle vous propose qu'il faut y aller, quand on vous les propose en plus. J'impose pas, on me propose, c'est formidable. J'ai une question, pardon, j'ai une question d'internaute pour vous, Patrick. Georges qui demande, vous préférez un poste de chroniqueur permanent sur C8 chez Hanouna ou être correspondant permanent de TF1 en Nouvelle-Zélande? C'est Georges qui pose la question. Alors, mon fils a vécu 1 an en Nouvelle-Zélande, il m'a dit que c'était très très beau. Moi, je connais juste l'île du Nord. Ouais. Pourquoi pas? Correspondant de TF1 en Nouvelle-Zélande? Oui, correspondant de TF1, je ne pense pas qu'ils m'accepteraient, mais enfin, parce que c'est la question de pas à leur niveau, donc sans doute qu'à je sais pas, une autre chaîne, mais avec grand plaisir. Eh ben voilà, merci pour Georges. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? L'impatience. Je suis très impatient. Et je vous ai raconté que je faisais tous ces trucs, mais de temps en temps, il faudrait que je me calme un peu. Mais j'y arrive pas. Pour le reste, non, plein de choses, mais je les garde pour moi. Vous dites que vous ne craignez plus le jugement des autres. Ah non, vraiment. Assez rapidement. Ouais. Moi, je dis souvent, quand on m'invite chez des jeunes, des étudiants, etc., je leur dis osez être différent, osez être singulier. Essayez pas de ressembler à tout le monde. Et c'est pas parce que les autres fument qu'il faut fumer, c'est pas parce que les autres jouent aux jeux vidéo dont on parlait tout à l'heure qu'il faut le faire. Inventez-vous votre vie, votre singularité, et vous en trouverez beaucoup de bonheur. Lisez, vous voyez, soyez différents. Lisez le Figaro, lisez les livres. Une question de Christine, vous lisez beaucoup, combien lisez-vous de livres par semaine? Oui, je lis, là aussi, vous voyez, dans l'impatience, je lis trop vite, bien sûr. Mais comme je reçois à peu près 2 auteurs par jour pour Radio Classique et 2 par semaine pour CNews, c'est vrai que je suis obligé souvent de parcourir et d'aller très vite et d'aller à l'essentiel et parfois de rejeter des livres qui mériteraient mon attention plus longuement. Mais bon, c'est comme ça, je reconnais que je lis beaucoup et que je vais dire à votre internaute, je reçois quelque chose comme 20 à 30 livres par jour. Vous voyez, donc ça fait 150 livres par semaine. Qu'aimez-vous qu'on dise de vous? Ce qu'on veut. Alors, ce que les gens veulent, c'est leur problème. Mais voilà. le compliment qui vous touche le plus, ou qui vous a le plus touché? Celui que j'entends le plus là, depuis 10 ans, c'est « vous nous manquez, quand est-ce que vous reviendrez ?» etc. Bon, vous nous manquez, c'est sympa. Quand est-ce que je reviendrai? Non, le journal est présenté par des mains très expertes, que ce soit sur la 1 ou sur la 2 ou sur la 3. Non, chacun son temps. Vous avez le compliment généreux vous-même? Je pense que je suis... Alors, les gens qui me connaissent bien disent que je suis plutôt bienveillant, même très bienveillant. Par exemple, un livre ne me plaît pas, j'en parle pas. Mais je ne vais pas l'assassiner en public, je n'aimerais pas, ça me gênerait. Et par quel mot vous exprimez votre admiration? Mon admiration, je ne sais pas. Il y a 1000 mots. Hein, est-ce qu'il faut vous décoder? Oui, je pense, oui. Mais ça, je garde les codes pour moi, parce que sinon, après...
T'as une question? Oui, j'ai une question. On me demande justement quel est votre livre coup de cœur cette dernière semaine. J'ai cité tout à l'heure le livre de Jean-René, qui est vraiment un livre formidable. Je l'avais fait inviter au Salon du Touquet, parce que j'y ai été l'invité d'honneur ce week-end, donc j'ai eu le plaisir de le retrouver. Mais dans cette dernière sélection, par exemple, de l'Interallié, il a battu François-Henri Desérables, qui a écrit aussi un très bon livre. Un certain M. Piketty, vous savez, qui raconte une histoire inspirée de Romain Gary, qui est aussi un livre qui m'a beaucoup plu. Est-ce que vous serez un jour de retour sur TF1 ? Un poste de direction, par exemple? Déjà, il faudrait qu'il m'invite juste une fois pour voir si je peux parler d'un livre, d'un opéra, si je peux parler des chœurs de l'armée française, de quoi que ce soit. Parce que ce boycott, depuis maintenant 10 ans, ça commence à bien faire. Vous pensez de boycotter? Jamais j'ai été invité. Jamais, ni sur TF1, ni sur LCI. Je trouve ça dommage. Entre-temps, l'homme qui m'a viré à lui-même était viré. Donc voilà, il pourrait y avoir une paix des braves. En tout cas, nous, on est ravis de vous avoir au Figaro, Patrick. Une question d'un internaute. Oui. Nous l'avons, si je peux poser... Je peux juste poser une petite question à Patrick. Vous êtes chez vous quand même. Votre couleur fétiche est le mauve, et d'ailleurs le décor peut vous sembler assez intéressant. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais simplement que ma fleur fétiche, c'était le chardon, avec ce mélange de mauve et de bleu, d'un bleu très, très spécial, que le chardon tel qu'on le retrouve dans les sables, et notamment dans les dunes de ma Bretagne. Ouais, je ne sais pas, mais toujours est-il que j'écris à l'encre mauve. Tout à fait. Je ne peux pas m'empêcher. Et certaines de vos cravates le sont aussi de cette couleur. Voilà. Merci Patrick. Alors on a quelqu'un au téléphone, c'est Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors vous êtes en direct avec Patrick Poivre d'Arvor. Vous pouvez lui poser votre question, Bastien, c'est avec plaisir. Alors ma question, c'est la suivante. Ne trouvez-vous pas que le journalisme d'investigation tel qu'on le connaît aujourd'hui est perçu dans l'opinion publique comme étant le moyen de rendre la justice demain? C'est une bonne question, Bastien a raison. Bastien. C'est vrai que quand on regarde bien, on se dit mais pourquoi les journalistes sont obligés d'ouvrir des dossiers qui normalement devraient l'être, soit par la justice soit par les politiques eux-mêmes, etc. Et donc, parfois, ça donne l'impression d'une forme d'inquisition. On se dit, est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Oui, ils sont dans leur rôle. L'investigation, moi, je pense que c'est indispensable. Bon, soyons clairs, journalisme et investigation, c'est un pléonasme. Par nature, on doit aller chercher. Mais s'il y a du journalisme d'investigation aujourd'hui, c'est sans doute qu'il n'y a pas toutes les clés pour pouvoir accéder à tous les gros dossiers. Regardez ce qu'on a découvert avec les Panama Papers, avec un grand nombre de sujets qui sont quand même très choquants pour les gens, et je les comprends. Et l'affaire Weinstein, très récemment aux États-Unis. Oui. Également. Bon, là, en l'occurrence, il a fallu un ultime... Voilà. Et vous vous rendez compte, ça existait depuis si longtemps, et dans tant d'entreprises aussi, parce que, évidemment, on focalise beaucoup sur les gens connus ou repérés, mais il y a tout ce qui se passe en entreprise. Là, il y a une pleine page dans Le Monde aujourd'hui qui raconte ça. C'est impressionnant. Et des gens qui n'osent pas porter plainte parce qu'ils y perdraient leur emploi. Bastien, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez 22 ans, que vous nous appeliez de Bruxelles. De Bruxelles. Et que vous êtes étudiant en droit. Merci Bastien. Merci en tout cas. Merci beaucoup de votre appel, Bastien. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. Jingle.